Bonjour, bienvenue à cette septième capsule sur le développement de l'enfant et la parentalité responsable. Je suis Lucien, je suis psychologue. Encore une fois, pour cette capsule, je suis redevable de François Duménil, psychologue également, qui a élaboré la plupart des concepts dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, la dernière capsule, on a parlé de l'actualisation de l'enfant, c'est-à-dire de l'actualisation du soi de l'enfant, du développement harmonieux de son identité, de son sentiment d'être. Et je vous avais dit au début de la capsule qu'il était nécessaire d'encadrer, de rendre estimable avant d'estimer l'enfant. Dans cette capsule-là, on va donc regarder la partie rendre estimable. L'enfant, on se le rappelle, est d'abord et avant tout quelqu'un d'égocentrique et de déterminé par son sentiment intérieur, par son envie du moment. Il est fâché, il va s'énerver contre tout le monde. Il a faim, il va vouloir manger immédiatement. Il a envie de quelque chose, il va vouloir l'avoir. Il est excité, il va s'énerver, il va chercher à attirer l'attention, il va chercher à énerver les autres, etc. Donc, l'enfant est dominé par son monde pulsionnel intérieur et c'est ça qui détermine sur le moment ce qu'il a envie de faire, ce qu'il ressent spontanément comme son envie. L'enfant n'a pas, comme on l'a vu dans la capsule numéro 3, n'a pas la capacité à se voir aller et à se retenir et à aménager son environnement intérieur afin de le diriger vers quelque chose qui peut être le mieux pour lui ou le moins dommageable pour lui, pour l'environnement, le mieux à plus long terme, etc. En l'absence de cette capacité, comme je l'ai dit à la capsule numéro 4 sur la position de parent, c'est le parent qui va devoir à ce moment-là prendre ce rôle-là, déterminer ce qui est le mieux pour l'enfant et avoir l'influence nécessaire sur lui pour l'amener à faire ce qui est bien pour lui. Fondamentalement, c'est ça que je veux dire par encadrer l'enfant, c'est-à-dire déterminer ce qui est le mieux pour l'enfant et s'arranger pour qu'il le fasse. Donc, le parent regarde son enfant, le parent reste connecté à son enfant, comme je l'ai dit dans la capsule numéro 4, c'est un travail, c'est un effort à faire constamment, d'être attentif, d'être connecté à ce que fait, à ce que vit notre enfant. Et dès qu'on voit que l'enfant fait quelque chose qu'il ne devrait pas faire, vit quelque chose de difficile pour lui, qu'il a de la misère à gérer, ne fait pas quelque chose qu'il devrait faire, bref, qui prend une mauvaise foi, et bien simplement on intervient. Donc, si l'enfant est en train de s'énerver et en train de donner des coups à son jouet ou à un objet parce que ça ne marche pas comme il veut, le parent intervient. Quand l'enfant se laisse aller à, je ne sais pas, trop manger quelque chose ou à prendre quelque chose qu'il ne devrait pas, le parent intervient. Quand l'enfant est trop dans la lune, n'est pas attentif à ce qui se passe autour de lui, rate des choses, le parent intervient. Quand l'enfant devrait respecter une routine, quelque chose qu'il connaît, qu'il doit faire, etc., et qu'à la place, il s'énerve, il essaie de faire rire les autres ou quelque chose comme ça, le parent intervient aussi quand l'enfant est de mauvaise foi, résiste, alors qu'il sait que là, c'était convenu, il finissait un truc, puis après ça, on faisait, je sais pas moi, les devoirs, c'était l'heure de la douche, etc. Le parent intervient aussi à chaque fois. Donc, on regarde l'enfant, on est attentif à ce qui se passe, à ce qu'il vit, on détermine ce qui est de mieux pour lui, et si ça ne s'en va pas dans la bonne direction, on intervient pour corriger la trajectoire. À quelque part, c'est aussi simple que ça, ou c'est pas plus compliqué que ça, l'encadrement de l'enfant. Après, comment on le fait, je vais en parler, mais il faut toujours garder en tête que fondamentalement, ce qu'on fait quand on encadre un enfant, c'est ça, c'est de le compléter. L'enfant est un être incomplet, il lui manque du recul, il lui manque une vision sur lui-même, il lui manque une capacité à s'opposer à ses impulsions, à ses envies du moment, il est entièrement déterminé par ça. Et donc, on intervient pour pouvoir compléter cette partie de lui qui lui manque. En faisant ça, petit à petit, il va intégrer ce qu'on lui transmet de cette manière-là et progressivement, il va pouvoir le faire par lui-même. Si on ne le fait pas, si on le laisse aller, il va toujours être prisonnier de ses impulsions, de sa mauvaise foi, de son laisser-aller, de sa complaisance envers lui-même et on ne lui rend absolument pas service, on lui nuit si on n'intervient pas, si on n'encadre pas l'enfant. Comment on s'y prend concrètement pour encadrer l'enfant? Ben, la première chose, comme je viens de le dire, et comme je l'ai bien noté aussi à la capsule numéro 4 sur la position du parent, c'est d'être attentif à son enfant. C'est de le connaître, de le voir aller, c'est de rester connecté à lui. Autrement dit, quand un enfant fait ou a un comportement ou n'a pas un comportement qu'il devrait avoir, un comportement qu'il ne devrait pas avoir, il peut y avoir plusieurs raisons.
on le regarde aller, on doit avoir une idée de qu'est-ce qui fait qu'il n'obéit pas, qu'il s'énerve, qu'il se fâche, qu'il est irrité, etc. Il peut y avoir plein de facteurs en dessous. Il peut être fatigué, il peut être pas content, il peut avoir besoin d'attention, il peut vouloir dire quelque chose qu'il n'arrive pas à dire autrement, il peut être juste pas au courant, par exemple, que la chose n'est pas permise ou n'est pas possible. Il faut toujours avoir une idée de ce qui est en train de se passer pour lui. Donc, il faut être connecté à son enfant, il faut se donner du recul, voir ce qui se passe, voir pourquoi ça se passe mal, qu'est-ce qui fait qu'il s'en va dans une direction où il ne devrait pas s'en aller. On doit toujours aussi être capable de bien se dissocier de ce qu'on préfère nous personnellement, comme je le disais, de ce qui nous dérange ou de ce qui ne nous dérange pas. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui doit toujours être le plus important, le facteur déterminant de notre intervention, c'est ce qui est le mieux pour l'enfant. Donc, comme je l'ai bien dit dans la capsule sur la position de parent, ce n'est pas parce que quelque chose nous dérange qu'on doit intervenir, ce n'est pas parce que quelque chose ne nous dérange pas qu'on ne doit pas intervenir. On doit toujours regarder l'enfant, se dire c'est quoi qui est le mieux pour lui dans son développement, qu'est-ce qu'on peut attendre de lui dans cette situation-là. Par exemple, un enfant, je ne sais pas moi, de 3 ans, on va dire, qui se laisse aller à faire un comportement, à demander quelque chose parce qu'il ne sait pas trop, parce qu'il est perdu, parce qu'il n'a pas vraiment les repères, c'est une chose. Un enfant de 8, 9 ans qui sait que ce n'est pas permis dans la situation où il est, qui s'est laissé aller par complaisance envers lui-même ou qui s'est essayé même pour voir si on allait réagir ou pas, c'est autre chose. Ça nécessite un autre type d'intervention. Dans le premier cas, si on détermine que l'enfant n'était pas au courant, n'a pas la capacité de le savoir, ne le savait pas, etc., on intervient pour l'empêcher de faire ou pour l'inciter à faire ce qui se passe et on lui explique, on lui transmet, on l'aide à mentaliser le fait que cette chose-là est permise ou non, cette chose-là n'est pas permise, etc. Et à ce moment-là, on s'en tient là. Évidemment, il faut que l'enfant obéisse puis se conforme à ce qu'on lui dit, mais si ça se passe comme ça, c'est correct, puis on lui explique. Évidemment que, encore une fois, si on a un enfant de 3 ans, on va devoir répéter plusieurs fois telle consigne dans telle situation. Mais les enfants ont la capacité d'apprendre. Ils s'adaptent aux environnements, ils s'adaptent aux milieux différents dans lesquels ils sont, ils comprennent les règles. Notre cerveau est fait pour être capable d'enregistrer ça. Donc, si au bout de plusieurs mois, à lui expliquer toujours la même chose, on est de plus en plus énervé parce que, comme on dit, il n'écoute pas, là, il y a un autre problème. À partir de là, c'est pas seulement qu'il n'écoute pas, c'est que dans le fond, il s'en fiche, c'est pas très grave pour lui qu'on ne soit pas d'accord. Et là, on doit ajouter une conséquence. Même chose dans mon exemple du début avec l'enfant de 8 ans qui fait quelque chose qu'il sait qu'il ne doit pas faire ou qui ne fait pas quelque chose qu'il sait qu'il doit faire, une routine, quelque chose comme ça, etc. Et qui s'est essayé, qui a espéré qu'on ne l'attrape pas, qui a voulu voir si on allait réagir ou non, ou qui s'est simplement oublié en étant trop complaisant vers lui-même, il n'a pas été assez attentif, il n'a pas mis assez les efforts. Là aussi, il y a une conséquence à ça. On s'attend à ce qu'il soit capable de le faire, on détermine que ça, il est capable de le faire, il ne le fait pas, il y a une conséquence. Pourquoi il y a une conséquence à ce moment-là? Ben, simplement pour faire contrepoids au fait qu'il se soit essayé. Sinon, il n'y a pas de problème. C'est pas juste le fait qu'il ait fait quelque chose qu'il ne fallait pas, c'est qu'il sache qu'il ne fallait pas le faire et qu'il l'ait fait quand même. C'est ça le problème à partir de là. C'est principalement là-dessus qu'on intervient. Qu'il n'ait pas respecté la routine, qu'il n'ait pas ramassé tel truc, qu'il soit laissé aller à abîmer ou à casser quelque chose, etc. Parce qu'il s'est laissé être trop énervé, trop agressif, ça c'est une chose. À la limite, on pourrait dire même c'est dommage pour lui à ce moment-là. Mais comme parent, ce qui doit être important à nos yeux, c'est que de voir que dans ce moment-là, l'enfant n'a pas fait l'effort nécessaire pour se raisonner, pour être capable de s'empêcher et de se conformer à ce qui lui était demandé. Et donc c'est là-dessus qu'on met une conséquence. C'est parce qu'il s'est laissé aller, c'est parce qu'il n'a pas fait l'effort nécessaire pour faire ce qu'il devait faire, ce qui était le mieux pour lui et qu'il savait qui était le mieux pour lui. Plus concrètement, quand on parle de conséquences, la première qu'on impose, c'est le retrait. En général, le retrait dans sa chambre, ça peut être le retrait dans un lieu calme de la maison ou de la pièce où on est. L'idée, c'est de faire en sorte que l'enfant ne participe plus à la vie commune, enfin ce qui était en train de se passer, et qu'il n'ait plus non plus accès à l'activité qu'il était en train de faire, qu'il soit mis dans un endroit où fondamentalement il s'ennuie, il est privé du plaisir d'être avec les autres, de vivre ce qu'il voudrait vivre, etc. Il est mis en retrait, en pause, comme au sport, quand il y a une punition, quelque chose, mettons au hockey, hop, bande des pénalités, on attend quelques minutes et après ça la personne revient. Là, c'est le même principe pour l'enfant, sauf que ce n'est pas une durée déterminée, ça je vais l'expliquer dans la prochaine capsule, mais là, ce qui compte, c'est que l'enfant, il y a un arrêt, qu'il sente qu'il a fait quelque chose, s'est laissé aller à faire quelque chose, là, paf, il est privé de pouvoir continuer à faire ce qu'il est en train de faire. On le met en retrait,
On attend de voir qu'il ait compris, que son humeur descende. On lui explique ce qui s'est passé. Ça, c'est un élément qui est toujours très, très important. On ne peut pas se contenter de discipliner un enfant comme on disciplinerait un animal, un chien, par exemple. L'enfant a besoin de mentaliser, donc il a besoin qu'on lui explique, qu'il comprenne ce qui s'est passé, qu'il revienne là-dessus, qu'il comprenne pour savoir comment est-ce qu'il va devoir faire ça différemment la prochaine fois. Et après ça, ben, on le laisse revenir, on le laisse participer de nouveau à la situation. Si ça ne suffit pas, s'il y a besoin que ce soit quelque chose qui soit plus marqué, que l'enfant que ce soit nécessaire que l'enfant se souvienne qu'il y a eu quelque chose de très problématique, puis que ça dure plus dans le temps, là on peut le priver de quelque chose qui est important pour lui, pourvu que ce ne soit pas quelque chose évidemment qui nuise à son bien-être physique, comme de manger, de dormir, etc., ou que ce soit quelque chose qui nuise aussi à son actualisation personnelle, comme de participer à des activités sportives, par exemple, de développement personnel ou de dessin, des choses importantes dans lesquelles il se réalise. On va plutôt opter pour des choses qu'il a du plaisir à faire, mais qui sont sans conséquence si jamais il ne les fait pas. Typiquement, les écrans, iPad, console, télévision, peu importe lesquels, on lui enlève du temps d'écran. Comme ça lui rappelle à ce moment-là qu'il y a quelque chose qu'il a fait qui n'était pas correct et il y a une conséquence à ça. Émotivement, ça va faire en sorte que ça va donner un contrepoids à son envie de se laisser aller, de s'essayer. Et donc, ça va l'aider la prochaine fois à avoir cette retenue-là, à avoir peut-être le temps de prendre du recul et de voir, ah oui, c'est vrai, il ne faut pas que je fasse ça, ou ah oui, c'est vrai, il ne faut pas que je me laisse aller, il faut que je fasse ça plutôt à la place. Un mot sur les récompenses, puisqu'on a parlé de punition. On ne récompense jamais un comportement qui est attendu d'un enfant. C'est vraiment, vraiment très important. Si il est attendu, par exemple, que l'enfant s'habille tout seul, et que là, bon, je sais pas, il fait des crises, etc., il finit par s'habiller tout seul, on ne va pas donner une récompense pour essayer d'encourager ou de souligner le fait que là, finalement, il s'est habillé tout seul. Ce que l'enfant va retenir, c'est que dans le fond, il peut se laisser aller, faire une crise, etc. Finalement, il va faire de mauvaise grâce souvent la bonne chose et il va quand même en plus être récompensé. C'est complètement contre-productif. On ne récompense pas quelque chose qui est attendu d'un enfant. Si c'est un jeune enfant qui n'a pas l'habitude ou qui est peu capable de s'habiller seul, qu'on n'attend pas ça de lui et qu'il le fait quand même ou il le fait plus que d'habitude, on va le souligner simplement, on va lui dire bravo, t'as bien fait ça, tu t'es habillé, t'as été capable. Si c'est vraiment plus particulier ou qu'il a vraiment fait un effort de plus, on peut aussi souligner ça pour justement marquer le coup, l'encourager, continuer à faire un effort, mais c'est parce qu'il a fait quelque chose de plus que ce qui est attendu. On ne va pas donner une récompense à un enfant de 15 ans parce qu'il s'est habillé seul. Ça n'a absolument aucun sens. Donc, les récompenses sont toujours limitées à ce que l'enfant a fait en plus. D'accord? Puis quand je dis récompense, c'est pas juste de donner quelque chose de physique, de matériel à un enfant, c'est simplement de l'encourager, de lui montrer qu'on est content de lui à ce moment-là. Comme je disais dans la capsule d'avant sur l'actualisation de soi, il faut que ce que fait l'enfant, il faut qu'on récompense l'effort, il faut qu'on voit que l'enfant s'est dépassé, a fait quelque chose de plus, et là, on le souligne, on lui montre que c'est bien ce qu'il a fait, etc. Ça peut être aussi des choses physiques, matérielles, mais il ne faut jamais perdre de vue que dans le fond, l'enfant, c'est pas d'avoir quelque chose dont il a besoin, c'est de sentir qu'il est quelque chose de bon pour nous, c'est-à-dire de sentir, voir dans nos yeux que l'image qu'on a de lui est une image positive, qu'il a bien fait ça, et que petit à petit, il se réalise au travers de ces accomplissements-là. Dans tout ce que j'ai vu, dans tout ce que j'ai lu, en tout cas dans beaucoup que j'ai vu et que j'ai lu jusque-là, comme je l'ai dit dans l'introduction, l'encadrement de l'enfant est vraiment un sujet sensible, est vraiment un sujet souvent mal expliqué, mal amené. Il y a toutes sortes de résistances explicites ou implicites à la discipline, à l'encadrement de l'enfant. Comme vous pouvez probablement, en tout cas j'espère le voir avec ce que j'ai dit jusque-là, premièrement, il n'y a jamais de raison de s'énerver. Je veux dire encore une fois, c'est pas nécessaire de crier, c'est pas nécessaire de menacer. Il ne faut pas être énervé pour discipliner l'enfant, c'est même complètement contre-productif. La plupart du temps, quand on est devenu intérieurement trop irritable, trop irrité plutôt, à bout, etc., c'est qu'on en a beaucoup trop laissé passer, on en a beaucoup trop toléré. Et puis le problème, c'est pas qu'on intervienne à ce moment-là, le problème, c'est qu'on n'est pas intervenu plus tôt. Quand on voit qu'un comportement ne marche pas, quand on voit qu'il y a quelque chose qui s'en va, il faut intervenir le plus tôt possible, calmement, et dans ce temps-là, on va pouvoir rétablir la situation plus rapidement, on va se respecter mieux, l'enfant aussi va se sentir mieux, et après on va être de nouveau dans une ambiance dans laquelle il n'y a pas de tension, il n'y a pas de choses accumulées, etc., et qui n'est pas propice à ce qu'il y ait un débordement à un moment donné. Mais s'énerver en soi n'est jamais utile pour, ni nécessaire, ni utile pour encadrer l'enfant. C'est un amalgame que j'entends, que je lis
encore une fois, implicitement des fois, mais des fois assez explicitement, là, que, bon, cadrer, discipliner l'enfant, c'est le dominer, c'est lui faire sentir mauvais, c'est lui imposer des choses comme si on était dans une dictature, etc. Là. C'est toujours le même principe. Fondamentalement, on veut ce qui est de mieux pour l'enfant. C'est pour ça qu'on intervient. C'est un peu comme on se fait arrêter par la police parce qu'on a dépassé la limite de vitesse. Bon, on n'est pas content de ça, évidemment. Le policier ne va pas être énervé après nous. Il ne va pas se fâcher, il ne va pas nous traiter de tous les noms. Non, il va juste nous imposer la conséquence normale, juste à avoir dépassé la limite, à ne pas avoir respecté la convention. Et à ce moment-là, ben, nous, on a juste à payer ça. Puis le fait qu'on paye, cet incitatif-là, va faire que la prochaine fois, ben, on va se surveiller plus. Puis on va voir que effectivement, c'est utile pour essayer de se contenir et de ne pas avoir un comportement qui est dangereux ou qui va à l'encontre d'une règle qui est établie. Donc, de la même façon, comme parent, on regarde son enfant, on reste avec lui, et quand on voit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, ben on intervient pour rétablir simplement la situation. Et il n'y a pas lieu de s'énerver, il n'y a pas lieu de devenir agressif, ce n'est pas une agression envers l'enfant, etc. Les parents, souvent, et même les intervenants que j'ai vus, ont toutes sortes de préjugés, ont toutes sortes de peurs irréalistes face à l'encadrement de l'enfant. François Duménil, dans son livre, en parle, a tout un chapitre même consacré à ces peurs-là. Bon, la peur de traumatiser l'enfant, la peur que l'enfant ne nous aime pas, la peur qu'on lui fasse vivre du rejet, la peur qu'on soit jugé, la peur que ça rende l'enfant agressif, etc., etc. Il déconstruit tous ces mythes-là les uns après les autres. Je ne le ferai pas dans cette capsule, ou je ne ferai pas le compte-rendu de tout ça, mais c'est pour vous nommer que toutes ces peurs, toutes ces attentes-là sont irréalistes et que ce n'est pas le cas. Quand on est près de l'enfant, quand on intervient pour son bien-être à lui, c'est ça que l'enfant retient. Même si sur le moment, son mouvement passager, c'est qu'il ne nous trouve pas bon, c'est qu'il n'est pas content qu'on l'ait repris, etc. Fondamentalement, ce qu'il va retenir de son expérience, c'est qu'on est avec lui, c'est qu'on veut son bien, puis que petit à petit, on l'amène à être la meilleure personne possible dans sa vie. Il faut aussi toujours bien se rappeler que fondamentalement, on a un être incomplet devant nous qu'on veut amener à être un adulte sain, responsable, à qui on peut se fier, qui est capable de se discipliner, qui est capable de se faire, de petit à petit faire les choses qui sont bonnes pour lui et pour l'environnement autour de lui. Donc, progressivement, toutes les interventions qu'on a envers l'enfant doivent correspondre à ce qu'on peut s'attendre, à ce qu'un adulte normal rencontre dans sa vie de tous les jours. C'est pour ça, par exemple, que de récompenser les choses qui sont attendues de lui fait aucun sens aussi dans cette perspective-là. On ne va pas s'attendre à ce que nous, comme adultes, quand on respecte un stop, par exemple, ou quand on respecte un feu de circulation, ou quand on paye nos impôts, ben on nous donne une récompense. Bon, c'est la même chose avec les enfants. Quand ils font quelque chose qui est attendu d'eux, il ne faut pas qu'ils s'attendent à ce qu'il y ait quelque chose de plus, parce que c'est extraordinaire en soi de respecter ce qui est attendu d'eux. Non, la récompense en elle-même, c'est qu'on vit harmonieusement avec les autres, c'est qu'on respecte notre intégrité, on s'est engagé à faire quelque chose, on le fait, et qu'on va être aussi quelqu'un de respectable aux yeux des autres. C'est ça la récompense, à être intègre avec soi-même et à pouvoir respecter ses engagements. Et donc, c'est la même chose qu'on doit faire pour l'enfant. On doit faire en sorte que lui respecte son intégrité. On a dit, ok, tu peux jouer encore 15 minutes, après ça, on arrête, on se brosse les dents, on va se coucher, etc. On arrive à ce 15 minutes, l'enfant dit de mauvaise foi, ben non, mais là tu m'avais dit que c'était plus, puis on n'avait pas dit ça, puis etc. Bref, il ne respecte pas son engagement, l'engagement qu'il a pris avec nous. Là, on intervient, là il y a une conséquence, et là on l'amène à voir, on s'était dit ça, tu ne l'as pas respecté, c'est ça la conséquence, maintenant on reprend et tu vas faire ce qui est demandé de toi. Alors voilà pour cette capsule générale sur l'encadrement des enfants. Évidemment, je n'ai pas pu aller en détail dans toutes les interventions, plus micro sur comment faire dans telle situation. Il y a toutes sortes de stratégies. Je vais peut-être pouvoir faire des capsules plus détaillées là-dessus. On verra, comme je l'ai dit dans l'introduction, c'est les principes généraux qu'il faut toujours garder à l'esprit. Donc, de voir l'enfant, de corriger quand ça s'en va dans la mauvaise direction, de l'aider à mentaliser ça pour petit à petit voir une progression, voir qu'il est capable de le faire de plus en plus par lui-même. Il n'y a pas de raison de s'énerver, il n'y a pas d'utilité à le faire non plus. C'est pas égal à une agression, c'est pas égal à une tyrannie ou à quelque chose comme ça. Et plus on intervient tôt, constamment, de manière systématique et de manière prévisible, plus l'enfant va intégrer facilement, progressivement, mais facilement et rapidement plutôt, plus il va intégrer ces règles-là, ce fonctionnement-là, puis ça va devenir plus naturel.
Il y a un aspect qui est jamais relevé, sauf dans le livre de François Duménil, et qui est souvent un piège, qui cause souvent beaucoup de difficultés dans l'encadrement et la gestion en général des enfants. C'est plus précisément l'encadrement de l'humeur des enfants, de l'état intérieur de l'enfant. Cet aspect-là, j'ai choisi de le faire dans la prochaine capsule spécifiquement, comme je dis, parce que c'est jamais vraiment relevé, c'est jamais mis de l'avant comme étant un défi en soi et comme étant un objet d'intervention très important quand on élève et qu'on doit encadrer un enfant. Donc dans la prochaine capsule, on va parler de l'encadrement de l'humeur. Merci beaucoup, j'espère que ça vous a intéressé et que vous serez là à la prochaine capsule. Si vous avez des questions, des commentaires, comme d'habitude, ne vous gênez pas. Je suis Lucien et on se revoit à la prochaine.